Pierre Guerrier, bonjour. Bonjour. On va parler transmission d'entreprise et plus particulièrement méthodologie et projet de vie du dirigeant. En matière de transmission, on parle beaucoup de fiscalité, protection sociale, gestion de patrimoine. Beaucoup moins de méthodologie, est-ce que c'est à tort ? Oui, c'est à tort. C'est à tort puisque effectivement, quand on est porteur d'un projet de transmission, la méthode d'analyse des enjeux est vraiment centrale. Alors, il y a une réalité, il y a un principe de réalité, c'est que très souvent, un chef d'entreprise qui commence à réfléchir à la transmission de son outil de travail, il va avoir un premier réflexe, c'est de regarder le coût des opérations, la fiscalité. Alors, il n'a pas tort de s'en inquiéter, il n'a pas tort. Et puis, de fil en aiguille, il va devoir s'intéresser à beaucoup d'autres sujets liés à la négociation avec son repreneur, les actes préparatoires liés à l'entreprise, des enjeux qui peuvent être liés à la liquidation de ses droits à retraite, civils, patrimoniaux, il y en a beaucoup. Et tous ces sujets sont vraiment importants. Mais en réalité, tous ces sujets sont aussi des sous-jacents au service d'une cause plus grande. Alors dites-nous tout sur cette cause plus grande, cet enjeu majeur pour le dirigeant. Cet enjeu majeur. En fait, c'est très simple. Le dirigeant d'entreprise en fin de carrière va cesser son activité professionnelle. Il va donc se retrouver post-activité avec une espérance de vie qui va tourner aux alentours de 26-27 ans. Et le vrai enjeu pour lui, c'est les conditions de sa subsistance financière. Donc cette cause importante, c'est son revenu futur. Quand vous regardez comment se passent les choses, finalement, le chef d'entreprise a tout intérêt, avant même tout acte préparatoire à la transmission de son entreprise, à aller identifier la nature et le montant de ses revenus post-activité. Une fois qu'il a fait ça, il a aussi tout intérêt à regarder la bonne adéquation de ces montants-là avec ses projets de vie. Il faut que les deux coïncident, parce que finalement, tout ce que vous avez envie de faire après la transmission d'entreprise, ça a un coût financier et il faut pouvoir le modéliser. Donc, c'est extrêmement important de faire ça parce que ça conditionne un petit peu tout le reste. Ça peut même conditionner la typologie même de la transmission d'entreprise. Est-ce que je vais plutôt faire une donation avant cession, un apport cession, une cession directe, une donation ? Au bout du bout, la réponse, vous l'avez dans le projet de vie post-activité. Alors ce projet de vie qui est un enjeu majeur donc, pour le dirigeant d'entreprise, comment on le relie au projet de transmission ? Le plus simple, c'est de prendre des exemples. Premier exemple, je suis à la tête d'une entreprise qui vaut, admettons, 1 million d'euros. J'ai 2 fils repreneurs, je souhaite leur donner l'entreprise, et j'ai d'ailleurs accès à des outils de faveur pour ça, type Pacte du Trade, qui sont très puissants, qui permettent ça. Si je modélise mon besoin de revenus post-activité en amont de ces opérations-là, et qu'à cette occasion, je me rends compte qu'il me manque par exemple 200 000 euros de valeur à récupérer nette de fiscalité, je me rends bien compte que je vais devoir changer ma typologie de cession et que je ne pourrai pas tout donner, qu'il va falloir que je fasse une transmission mixte avec de la cession, qu'il va falloir calibrer en fonction de la fiscalité bien sûr, et de la donation. Un deuxième exemple, toujours une entreprise qui vaut 1 million d'euros par exemple, cette fois je n'ai pas d'enfant repreneur, je vais la vendre à un tiers. Si je modélise encore une fois mon besoin de revenus et que je m'aperçois qu'il va falloir que je récupère 400 000 euros net de tout, eh bien, il va falloir que je vende une partie je vais vendre tous mes titres, mais je sais très bien que sur à peu près 600 000 euros de valeur de titres, je vais devoir récupérer cette valeur. Ce qui veut dire que les 400 000 qui restent, dont a priori j'ai pas forcément besoin, je vais pouvoir pour le coup là utiliser des stratégies d'écrasement de plus-value qui sont peut-être assez puissantes, même s'il y a des impacts patrimoniaux forts. En fait, les exemples sont assez nombreux, mais le point commun de tous ces exemples, et le conseil à donner, c'est que systématiquement, avant de débuter les opérations, de rentrer dans le dur de la transmission, il faut bien aller définir, ça se calcule, le montant de surface patrimoniale dont je vais avoir besoin après mes opérations de transmission pour pouvoir vivre convenablement. Et ça, c'est vraiment un préalable, puisque quand on part de cet objectif-là, on va pouvoir dérouler tout le chemin en fait, de la transmission d'entreprise. Est-ce que je vais, par exemple, faire plutôt une cession de titres de participation ? Est-ce que je vais plutôt vendre les titres de ma holding ? Est-ce que je vais créer une entreprise et apporter mes titres avant d'en faire autre chose ? Est-ce que je vais faire de la donation avant cession ? Toutes les réponses de toutes ces questions-là sont au bout du bout dans le projet de vie post-cession. Alors tout ce travail, il suppose de faire intervenir plusieurs typologies de conseils qui sont chacun dans leur expertise. Et ces conseils, il faut qu'ils se parlent. Comment on arrive à ce résultat ? Est-ce que c'est compliqué ? Je peux pas vous dire non. En fait, oui, l'interprofessionnalité, elle est essentielle.
Et c'est vrai aussi qu'elle n'est pas toujours facile à organiser. L'idéal, en fait, ce serait que le chef d'entreprise, ou d'ailleurs l'un de ses conseils, soit le maître d'œuvre de cette interprofessionnalité. Et organiser l'interprofessionnalité, il y a essentiellement deux plans. C'est d'abord faire en sorte que les conseils qui travaillent peut-être en silo dans leur niveau d'expertise se rencontrent, se parlent et échangent autour du dossier client. Ça a l'air évident quand on le dit comme ça. C'est pas toujours évident et il faut le faire. Le deuxième pan, c'est d'organiser le timing. Qui fait quoi, dans quel ordre et dans quel timing. Au résultat, il y a un double bénéfice. Il y a évidemment un bénéfice pour le client, le porteur de projet, de transmission d'entreprise, parce que plus les gens autour de lui se parlent, plus il y a une cohésion qui se fait dans les conseils, puisque il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que les sujets sont très perméables. Ouais. Ils interagissent beaucoup. L'exemple type, c'est le dirigeant d'entreprise qui va aller chercher un régime fiscal spécifique lié à son départ retraite. Le fiscaliste, logiquement, doit faire appel aux spécialistes de la protection sociale pour pouvoir sécuriser son propre conseil, être certain qu'il y a la bonne borne d'âge légale, qu'il n'y a pas de problématique de taux plein, de rachat de trimestre, de co aux caisses. On sait que le droit de la protection sociale est assez touffu et peut-être parfois piégeux. Donc, double bénéfice pour le client, mais aussi pour le conseil. Et le bénéfice pour le conseil, c'est simple, c'est d'éviter en fait le risque collatéral de son conseil. Alors, cette méthodologie qui profite donc aux clients, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous en tant qu'assureur ? Vous savez, l'assureur, il travaille le temps long. L'ADN de l'assureur, c'est la création de revenus. Créer le revenu dont notre client a besoin à un instant T pour faire face à ses projets de vie, et ce, en toutes circonstances. Et développer une méthodologie comme celle-ci, ça permet deux choses. Ça nous permet déjà de donner à notre client de la visibilité sur les enjeux patrimoniaux forts qui vont être les siens post-activité. On parle souvent du dirigeant qui est en fin de carrière. Je vous disais tout à l'heure qu'il a une espérance de vie de 25-27 ans, parfois beaucoup plus, évidemment. Le vrai risque patrimonial, c'est pas de mourir jeune, c'est de dépasser les espérances de vie. Quand on est à la retraite sur une aussi longue période, le besoin de revenus, il est jamais linéaire. Il est même très volatile. Vous savez, il ressemble un petit peu à une sinusoïdale, en fait. Typiquement, vous êtes juste après les opérations de transmission, vous avez du temps, vous allez dépenser de l'argent parce que vous allez mener à bien des projets que vous n'avez jamais eu le temps de mener à bien, vous allez faire des voyages, vous allez avoir du loisir, c'est très bien, il faut profiter de la vie. Plus on va avancer en âge, plus ce niveau de dépenses va baisser. En âge avancé, il est même assez faible. Et souvent, en âge avancé, on a un niveau de dépenses effectif qui est inférieur à notre niveau de revenu. Donc on peut recapitaliser d'ailleurs. Ça tombe bien, puisque en fin de vie, il y a les problématiques très fortes de la dépendance, qui est un séisme patrimonial. Ça coûte très très cher. Donc le sujet, c'est comment est-ce que je vais pouvoir mettre en adéquation cette réalité de mes revenus qui est comme ça, avec la réalité de mes pensions de retraite qui sont parfaitement linéaires, et de mes régimes privés de retraite qui sont parfaitement linéaires. Et bien là, je n'ai pas d'autre choix que d'aller puiser dans mon stock de patrimoine. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Un conseil pour le dirigeant d'entreprise, c'est que, là aussi, une des premières réflexions qu'il doit avoir, c'est se poser des questions sur la modélisation de son patrimoine post-activité. Je vais être concret. Que dois-je garder en pleine propriété ? Que puis-je donner ? Je ne sais pas, dois-je me réserver un usufruit ? Dois-je monétiser toute ou partie de mon immobilier ? Ça, c'est des questions qui sont absolument indispensables parce qu'elles vont conditionner, évidemment, les conditions de vie de notre chef d'entreprise qui vend et d'ailleurs de celui de son conjoint. Voilà. Pierre, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous en prie.